Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au festival Horror System, première édition. J'espère que vous passez un bon festival. Bienvenue également aux personnes qui nous rejoignent. Je fais un regard caméra pour vous souhaiter la bienvenue à vous qui nous regardez en différé, donc sur Blast, dans cet épisode un peu hors série de Planète B qu'on enregistre ici à Ground Control à Paris aujourd'hui. L'idée qu'on a voulu développer un peu puis qu'on va tenir avec vous pendant une heure à peu près, c'est de parler ensemble avec Lloyd Cherry ici présent, que je vais vous présenter juste maintenant, de parler de BD de science-fiction et de BD de science-fiction politique. Alors ça fait beaucoup de critères, on pourrait croire que ça enlève beaucoup de choses, en fait ça n'enlève pas tant que ça. Donc on va même rajouter de BD de science-fiction politique française, ou plus ou moins française, plus ou moins de science-fiction et puis plus ou moins politique aussi, quoi. On va pas être trop rigide sur les catégories. En tout cas, bienvenue, et puis je vous propose de commencer. Si tout marche bien et si le setup est parfaitement au clair, ça a l'air de marcher, donc c'est parfait. Pour donc te présenter, Lloyd, aux gens qui ne te connaîtraient pas, tu es donc le fondateur du média de SF qui s'appelle C'est plus que de la SF, qui est essentiellement un podcast mais aussi un label avec des événements, de l'édition, etc. Plus nouvellement rédacteur en chef de Métal Hurlant, le magazine bien célèbre sur lequel on va avoir l'occasion de revenir et sur lequel on va pouvoir discuter. Récemment, donc, tu es co-commissaire d'une exposition de BD à Angoulême, dont tu vas sans doute nous parler aussi, et puis qui va faire un peu fil rouge de notre échange aujourd'hui. Je te laisse parler tout de suite, mais d'abord je me présente moi-même. Donc moi je m'appelle Antoine Daher, je suis auteur et journaliste en science-fiction. Je suis auteur d'un bouquin sur la horde du contrevent qui s'appelle L'étoffe dont sont tissés les vents et cofondateur et co-auteur de l'émission Planète B sur le média Blast, le souffle de l'info, qui dure donc Planète B depuis 2 ans et demi. On est dans la saison 3 et aujourd'hui on est très heureux de faire ce speech aussi pour les besoins de l'émission. Hugues l'a promis, donc chose promise, chose due, l'instant confession, on commence directement dans le dur. La BD, c'est quelque chose qu'on découvre toutes et tous à des moments différents de nos vies et parfois c'est dans l'enfance. Pas toujours, il y a parfois une analogie BD égale enfance qui est pas très heureuse, mais en tout cas c'est souvent comme ça que ça commence. Et en ce qui me concerne, mon premier contact avec la BD, tu vas pouvoir nous raconter ta propre vie après sans problème. Mon premier contact avec la BD de SF et de SF politique, c'était Spirou. Ce qui est quand même pas évident à la base que Spirou soit un premier contact avec ce sujet-là. Surtout avec un sujet assez sombre, puisque moi c'était Machine qui rêve, que j'avais lu en colo dans un centre de vacances. Machine qui rêve, qui est le Spirou numéro 105. C'est la 105e aventure, qui est un album un peu maudit. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais il est assez spécial, surtout pour un Spirou. Il était censé ouvrir une nouvelle ère, et en fait c'était surtout le requiem du binôme de scénaristes et dessinateurs qui l'avait produit et qui avait produit toutes les aventures, enfin pas toutes mais un grand nombre d'aventures avant, et donc c'était un album assez sombre, assez adulte, assez assez cyberpunk si on veut, tout en noir et bleu comme ça, enfin avec une gouttière entre les cases de la BD qui était noire, ce qui donnait un aspect très inédit, et moi ça m'a marqué à tout jamais, et peut-être que mon intérêt pour la SF vient en partie de là. Pour le deuxième contact, je pense que ça va me permettre ensuite de te permettre de raconter ta vie. C'est comme pas mal de gens, les aventures de Blake et Mortimer, qui en fait sont pas estampillés forcément toujours science-fiction, et pourtant c'est très très science-fictif, un album sur 2. Moi donc c'était avec Le Secret de l'Espadon, qui est la première aventure en album de Blake et Mortimer, qui est ni plus ni moins qu'une guerre nucléaire où ça finit avec Mortimer qui bombarde la capitale du Tibet à l'arme atomique, ce qui est quand même assez particulier pour un acte héroïque fondateur d'une série qui ensuite a compté d'innombrables albums, quoi. Donc je sais pas de ton côté, je sais que tu as aussi été marqué par Blake et Mortimer, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Ouais, alors pour juste recontextualiser un petit peu, la BD de science-fiction, elle arrive à partir de 1945 avec les Pionniers de l'Espérance. À partir de là qu'on dit que la BD de SF commence réellement. Et puis là, Antoine vient de parler de séries mythiques, Spirou et Fantasio et Blake et Mortimer, donc on est vraiment dans la BD franco-belge, dans ce qu'elle a de plus pur. On aurait aussi pu rajouter Hergé avec Tintin. On a marché sur la Lune, évidemment, qui est un autre album mythique. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des albums qui ont beaucoup influencé toute une génération de jeunes lecteurs. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on a souvent un peu tendance à oublier, c'est que c'était des albums qui, avant tout, étaient prépubliés dans des magazines. Il y avait le journal Pilote, il y avait le journal Spirou, il y en a eu d'autres, dont notamment Métal Hurlant. Mais c'est vrai que ce sont des albums qui étaient
avant tout lue par un jeune public. La BD était à ce moment-là considérée pour les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de transfert, entre guillemets. C'est-à-dire que dans les années 50-60, un jeune lisait de la bande dessinée via des magazines et en lisait massivement. Et maintenant, dans les années 2020, on dit que c'est plutôt des jeunes qui lisent le manga massivement. Donc il y a eu un espèce de transfert qui est assez intéressant. Pour moi, c'est deux séries aussi très importantes. Enfin, surtout la séquence Tom et Jean-Ry, qui est le marqueur de ma génération. Donc j'étais enfant dans les années 90. La machine à rêve qui a été montrée juste avant La machine qui rêve, c'est vraiment un album qui fait penser un peu à un épisode de Black Mirror. Et qui était très moderne, très en avance sur son temps, peut-être un peu trop en avance sur son temps. Et évidemment, Blake et Mortimer, c'est mythique. Alors, moi, j'ai pas commencé avec Le Secret de l'Espadon, mais c'était plutôt avec Le Piège diabolique, qui était aussi un autre album assez marquant. Et c'est vrai que Blake et Mortimer est une série qui continue à exister. Alors, on a plein de grandes séries des années 50-60 qui ne sont plus là, mais Blake et Mortimer continuent toujours à plaire, même si le côté science-fictif a un peu disparu. Si vous lisez les dernières aventures de Francis Blake et de Philip Mortimer, on est plus dans du polar, mais c'est sûr que Blake et Mortimer, c'est vraiment important. Ça fait partie des grandes séries qui n'hésitaient pas à parler du voyage dans le temps, qui faisaient de l'Uchronie, puisque là on est dans une guerre uchronique entre la Chine, alias le Tibet, contre le reste du monde. Et c'est vrai que le début du Secret de l'Espadon s'ouvre sur une proposition où toutes les capitales européennes sont détruites par l'Empire jaune. Voilà, donc c'est une espèce aussi de vision du monde très 50s. Mais c'est vrai que ce sont une série qui est vraiment marquante. Et en même temps, qui n'hésite pas, même encore aujourd'hui, à aller taper dans énormément de styles de narration, dans la mythologie, etc., dans les récits bibliques ou parabibliques, vraiment volontiers. Et ce qui, moi, je trouve, est aussi une preuve de liberté. On reviendra sur la liberté après, mais une preuve de liberté de la BD, quoi, qui est permise par ce médium en particulier, quoi. Tu voulais nous dire un mot sur Yoko Tsuno ? Oui, alors moi là, c'est pareil, je fais partie de cette génération de lecteurs qui évidemment allait en bibliothèque et puis qui lisait tout ce qu'il y avait en bande dessinée. Et il y avait Yoko Tsuno, qui est une des premières héroïnes de la bande dessinée. Alors il faut savoir qu'il y a eu pas tant de ça que d'héroïnes en BD franco-belge, mais il y en a eu un petit peu en science-fiction. Et c'est vrai que Yoko Tsuno était quelque chose c'était une série assez innovante. Ça a été fait par Roger Leloup qui a travaillé pour Hergé. C'est lui qui faisait notamment certains avions qu'il a dessiné. Et puis il va créer un espèce de trio avec une électronicienne qui est Yoko Tsuno. Et puis Yoko va être accompagnée de Vic et Paul qui sont deux journalistes. Et ensemble, ils vont vivre des aventures avec des Vinéens. Donc ce qui est intéressant, c'est que Roger Leloup va créer la nation vinéenne, cette nation avec une peau bleue. Et donc on va suivre les aventures de Yoko, soit dans l'espace, soit sur Terre, avec pas mal de propositions de science-fiction assez intéressantes. Mais ce qui est fort avec Yoko Tsuno, c'est vraiment tout le travail autour des véhicules, autour des vaisseaux. Il y a une vraie créativité. Je pense que les gens qui nous regardent ont lu sûrement Yoko Tsuno. Et c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup marqué, qui est toujours en activité. D'ailleurs, Roger Leloup est le plus vieil auteur de bande dessinée de science-fiction. Je crois qu'il a 93 ans. Donc voilà, il est toujours là. Et c'est vrai que dans l'exposition qu'on a fait avec Julie Sicomaillet sur la science-fiction à la Cité de la BD d'Angoulême, on a ouvert avec les grands pionniers. Et donc, évidemment, il y avait deux planches de Yoko Tsuno qui étaient vraiment des marqueurs dans les années 70. C'est aussi un moment où il faut un peu se remémorer. C'est le moment où la SF commence à devenir à la mode, commence à devenir populaire. Il s'est passé pas mal de choses, mais déjà en 68, il y a 2001 de l'espace de Stanley Kubrick qui va donner envie aux gens de faire de la science-fiction. Ça va lancer un âge d'or de la SF, notamment au cinéma. Et puis, vous le savez, va arriver Star Wars en 77. Alors là, ça va aussi lancer un autre âge d'or de la science-fiction via le petit écran, via la télévision, mais aussi via le cinéma. Et la bande dessinée de SF va suivre à ce moment-là. Donc dans les années 70, c'est vrai que pour des jeunes lecteurs, il y a pas mal de choses. Il y a Yoko Tsuno, il y a le Scrum Mustache aussi également, autre série jeunesse très appréciée, Les Petits Hommes. Et puis il va y avoir une autre série qui commence un peu avant tout le monde, qui commence en 67, et c'est la Slide qui arrive juste après. Il s'agit de Valérian et Laureline. Voilà, Pierre Christian, Jean-Claude Mézières, série vraiment mythique. C'est vrai que c'est vraiment... Alors, Valérian et Laureline va être publié dans Pilote, va être prépublié dans le magazine Pilote, et c'est une série qui va durer des décennies, qui est très créative, qui se rapproche un peu de ce qu'on appelle la New Wave science-fiction, avec vraiment des thématiques écologiques, féministes,
qui pareil remonte aussi un peu dans le temps, qui est très inspiré par la patrouille de temps de Paul Anderson. Et on va suivre deux aventuriers qui sont très sympathiques. Que ce soit Yoko Tsuno ou Valérien Laureline, il y a peu de sexualisation au niveau des personnages, au niveau des héroïnes, à l'inverse d'une Barbarella, qui a été l'autre grande série des années 60 de Jean-Claude Forest, qui était très sexuelle à l'époque et qui a aussi préfiguré la révolution sexuelle qui allait arriver. Et c'est vrai que Valérien Laureline, c'est la grande série de SF, c'est la série qui va inspiré beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs des autres générations. C'est une série qui va aussi influencer Star Wars. En tout cas, Jean-Claude Mézières a toujours dit que George Lucas et ses équipes se sont inspirés un peu trop de certains véhicules ou de certains vêtements, mais ça reste une série majeure qui, moi, je trouve, ne vieillit pas grâce à ses thématiques toujours d'actualité. Puis il y avait un vrai roulement. Pierre Christin, qui est décédé en 2024, est un journaliste qui a fait le tour du monde, qui n'hésitait pas de traiter des sujets assez différents. On parle de nucléaire, on parle de méga corporations. Enfin bref, il y a plein de thématiques dans Valérien et Laureline qui sont abordées. Et c'est vraiment une série qui est intemporelle, qui malheureusement n'a pas eu, on va dire, beaucoup de succès avec l'adaptation de Luc Besson, qui a fonctionné en France, mais qui n'a pas du tout fonctionné à l'international, et qui, je pense, a un peu coupé le pied sur peut-être un renouveau qu'il aurait pu avoir de cette série. Là où c'est intéressant aussi, ça me fait réagir, c'est que finalement, la plupart de ces séries-là qui maintenant commencent à dater, quand même pour certaines, en tout cas leurs premiers épisodes commencent à dater, elles ont eu un impact, c'est des choses assez connues, etc., qui ont été reprises, qui ont été modifiées, qui ont parfois été continuées sous la forme de BD. On sait que Spirou, ça continue aujourd'hui, mais avec des nouvelles propositions, de nouveaux artistes, etc., qui font des choses parfois très très différentes de l'intention initiale de Spirou. Alors que par exemple, Tintin, c'est totalement terminé, et Tintin, c'est vraiment figé dans le temps, et puis ça bougera plus, quoi, a priori. Valérian, il y a eu donc une adaptation en film, etc. Enfin, finalement, donc des inspirations de Star Wars. Ça a été une inspiration de Star Wars plutôt. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces œuvres-là finalement impactent une période, une époque, sont reprises parfois pour des raisons diverses. Ça peut être pour des raisons de nostalgie, ça peut être pour des, dont on en reparlera après. Ça peut être pour des raisons de faire vivre une licence, puisqu'aujourd'hui on s'exprime aussi comme ça. Et puis ça peut être de manière plus diffuse, comme finalement un ferment qui va venir inspirer des gens derrière qui vont faire autre chose, qui vont faire des œuvres qui seront en partie inspirées, dans lesquelles on pourra reconnaître une influence sans que ce soit forcément ni explicite ni encore moins labellisé avec le nom et le petit trait de marque en haut à gauche, en haut à droite à côté du nom plutôt, quoi. Il y a quand même une question qui me brûle les lèvres, et puis j'en suis sûr que c'est votre cas à vous aussi. C'est la question que tout le monde se pose dans cette salle. C'est qu'on parle de BD politique, mais évidemment, comme chacun le sait, selon l'adage populaire, tout est politique. D'ailleurs, c'est le thème de Horror System cette année, c'est tout est politique, surtout la science-fiction. C'est aussi le titre qu'on avait donné à notre tout premier épisode de Planète B, donc tout est politique, surtout la science-fiction, qui est disponible encore, que vous pouvez aller voir sur Blast. Donc si tout est politique, ça veut dire quoi la BD politique ou la SF politique en général, puisque tout l'est, donc qu'est-ce qui l'est plus que d'autres, qu'est-ce qui mérite ce label? C'est la question sans doute que vous vous posez. En tout cas, moi je me la posais en préparant un peu cette émission et cette conférence-là. Et en fait, je pense que ce qu'on veut dire par là, par BD politique, par œuvre politique, c'est effectivement celles qui vont parler explicitement d'un sujet politique, c'est-à-dire qu'ils vont aborder un thème de manière très frontale et très parfois... d'ailleurs avec une subtilité qui peut être variable et qui n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais ça peut être aussi, et à mon avis c'est là que c'est plus intéressant, ça peut être également des œuvres qui vont être politiques dans leur manière d'être conçues, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une politique implicite, soit parce qu'elles véhiculent une certaine vision du monde qui peut être engagée, donc là on retourne un peu sur les fictions à message, voire les fictions avertissement qui veulent nous avertir de quelque chose, etc. Mais ça peut aussi être tout simplement une vision du monde singulière, un peu atypique, qu'on voit pas partout, et qui de ce fait devient politique parce qu'elle est non mainstream et qu'elle est un petit peu particulière, qu'elle est justement différente, et qu'elle incarne une diversité, une forme de grand émulation culturelle qui vont nourrir notre propre vision du monde en nous confrontant à ces œuvres-là, quoi. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la phrase de Marshall McLuhan, bien connue, le médium, c'est le message, c'est-à-dire qu'une BD qui va être belle, d'un foisonnement éventuellement bordélique et singulier d'un univers très très atypique, et ben c'est déjà politique en soi, même si c'est pas pour parler explicitement de lutte des classes ou de révolution ou de je ne sais quoi.
Ça nous amène à la question, pas à la question, mais à la thématique de la contre-culture, en fait. C'est-à-dire le fait de faire exister une culture différente qui soit également en rébellion, en critique de la culture dominante, de la culture mainstream. Et donc, forcément, en BD, en termes de contre-culture de BD, en particulier dans le domaine de la science-fiction, on pense évidemment à Métal Hurlant, qui, en son temps, à partir de 1975, avait vraiment bousculé le monde de la BD, installé un peu à la papa, un peu tranquillement dans ses habitudes, et notamment incarné par Pilote à l'époque, qui était dirigé par Goscinny, donc le célèbre Goscinny, qui est donc le scénariste de, pardon, je reprécise, le scénariste de Lucky Luke, Astérix, Le Petit Nicolas et bien d'autres, et donc qui était le patron de Pilote. Et donc Métal Hurlant est né aussi dans une période post-68 en sécession de Pilote pour créer un petit peu une BD différente, une BD contre-culturelle en s'inspirant de tout ce qui était fait, notamment la musique rock, notamment toute l'ébullition qu'il y avait à l'époque, en voulant aborder des thèmes plus adultes également, et en voulant un peu, voire complètement casser les codes, quoi. En tant que rédacteur en chef adjoint aujourd'hui de Métal Hurlant dans sa version actuelle, est-ce que tu nous raconterais un petit peu cette époque, bon tu y étais pas, mais cette époque et puis surtout l'état d'esprit métal à l'époque et maintenant? Alors, Métal Hurlant, donc c'est un magazine qui a été créé par 4 personnes. Donc Philippe Druyet, immense dessinateur, qui faisait déjà du dessin chez Pilote avec Lone Sloan, une saga de science-fiction. Moebius, alias plutôt Jean Giraud, alias Moebius. Jean Giraud qui faisait Blueberry. Et il y avait évidemment Jean-Pierre Dionnet qui était scénariste et qui travaillait pour Pilote. Et enfin, il y avait Jean-Pierre Farkas, ou Bernard Farkas, pardon, je crois. C'est celui qu'on voit le moins malheureusement de cette équipe, puisqu'en fait il va partir assez rapidement. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque, en fait, on peut pas faire de SF dans Pilote, ou c'est très compliqué de faire de la science-fiction dans Pilote. Il y a une frustration, et donc ce qui va se passer, c'est que ils vont partir pour créer leur propre revue. Ils vont suivre le modèle de d'autres personnes. Il y a eu Gottlieb avec Fluide Glacial. Avant, il y a eu aussi L'écho des savanes avec Mandrika, avec aussi d'autres dessinateurs qui veulent parler d'humour, qui veulent parler de sexe, qui veulent être un peu plus politiques. Et c'est vrai qu'on va avoir naître pas mal de revues et de magazines. Donc le premier numéro de Métal Hurlant arrive en décembre 73. Là, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que... décembre 74, voilà. Donc là, on est en plein moment des 50 ans. On célèbre les 50 ans actuellement aux Huménudes Associés, qui est la maison d'édition qui va être créée pour aussi publier Métal Hurlant et aussi les bandes dessinées qui vont avec. Et au début, la revue va être trimestrielle. Et puis à partir du numéro 9, je crois, elle va devenir mensuelle. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut Voilà, Antoine l'a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'à l'époque, on est plutôt dans la science-fiction un peu à la papa. C'est la fin de l'âge d'or de la BD franco-belge, qui a vraiment dominé on va dire les années 50, 60 sont dominées par la bande dessinée franco-belge, et arrive Métal Hurlant. Et c'est vrai que c'est une forme de révolution visuelle. Il y a de la violence, il y a du sexe. Il y a des dessins incroyables de Moebius. Dans le premier numéro de Métal Hurlant, il y a Arzac, c'est le premier grand récit muet de science-fiction fait par Moebius. C'est une espèce de claque pour pas mal de gens qui regardent ça. Et il y a une espèce d'énergie, d'engouement, qui est aussi portée par des gens comme donc Jean-Pierre Dionnet, qui est assez connu. Et puis après Philippe Manœuvre, qui va arriver en 76, je crois, et qui va développer vraiment le rock, la musique, le punk. Je pense que c'est dans Métal Hurlant on a commencé vraiment à parler du punk pour la première fois, en tout cas dans des médias un peu généralistes entre guillemets. Métal Hurlant, c'est vraiment il y a toute une génération de gens qui s'en revendiquent, qui ont vécu ça, qui ont connu ça enfant. Souvent on dit qu'on lisait que les grands achetaient Playboy et Métal Hurlant. Moi j'ai souvent entendu ça quand j'interviewe des anciens de métal ou même des gens qui adorent métal. Souvent c'est un peu ces deux revues là qu'ils ont en tête. Alors pourtant c'est des revues qui sont vraiment très très différentes. Mais c'est vrai que Métal Hurlant va lancer une nouvelle génération de dessinateurs. Donc on va pouvoir, plein de dessinateurs vont toquer à la porte de Métal, vont pouvoir faire des histoires courtes, vont pouvoir se tester et après faire d'autres albums. Il va y avoir de très très gros noms qui vont venir jeunes. Je pense à quelqu'un comme François Skeuten, qui est maintenant illustrateur, designer, concept artiste. C'est lui qui a designé la station, la ligne 11 de métro Arts et Métiers. Qui est un type vraiment incroyable. Skeuten, je crois, à 20 ans ou à 21 ans,
fait sa première histoire pour Metal. Enfin, il y avait c'était vraiment un moment où on a pu tester beaucoup de choses. Et c'est là où il a commencé aussi à avoir des premières dessinatrices de bande dessinée. On en parlera tout à l'heure de Chantal Montelier. Chantal Montelier, qui est la première femme à avoir fait de la bande dessinée de science-fiction en France. Donc ça va être un laboratoire Métal Hurlant. On va tester beaucoup de choses. Et ce sera porté par une espèce d'énergie et une dynamique. Ça va durer 12 ans. Globalement, puis après le journal va devoir fermer, il y aura pas mal de problèmes financiers. Dès le début, en fait, la mise de départ n'était pas assez élevée, donc Jean-Pierre Dionnet a beaucoup d'anecdotes sur comment il a fait pour arriver à maintenir ce magazine à flot, mais du coup, c'est vrai que ça a lancé vraiment des gens, et puis il y a eu de la prépublication aussi d'albums cultes, notamment L'Incal dans les années 80, qui va être une révolution. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire L'Incal ici, mais je vous recommande. C'est considéré comme un des plus grands albums de science-fiction, scénarisé par Alejandro Jodorowsky, dessiné par Moebius, et c'est vrai que le lecteur va découvrir vraiment des choses qu'il ne verra pas forcément ailleurs. Donc, et puis aussi Métal Hurlant va être traduit dans plusieurs pays. Ça aussi, c'est quelque chose de très rare, dont notamment aux États-Unis. Encore plus rare. Les Américains vont acheter le nom Métal Hurlant, ils vont le traduire. Ça va s'appeler Heavy Metal. Ça va devenir après un magazine un peu concurrent à Métal Hurlant. Et puis il y aura un film, Métal Hurlant. Alors au début, il y a plein d'anecdotes de Jean-Pierre sur ça, Dionnet, qui raconte que les avocats sont arrivés en force à Paris pour faire un film Métal Hurlant en dessin animé. Et puis Jean-Pierre avait un mauvais avocat, ça s'est mal passé. Et donc au début, les Américains souhaitaient souhaiter adapter des BD françaises en animé, et finalement ils ne prendront que des dessinateurs américains, dont Corben, qui était déjà publié dans Métal Hurlant, qu'on peut retrouver chez Delirium, et c'est vrai que il y aura un film Heavy Metal qui en français, Jean-Pierre aura négocié le fait que ce film s'appelle Métal Hurlant, et ce sera un film assez marquant parce qu'il y aura beaucoup de heavy metal en musique à l'intérieur de ce film. Donc Métal Hurlant va vraiment marquer des gens jusqu'à la fin du magazine, et encore maintenant on retrouve pas mal de dessinateurs de bande dessinée qui ont entre 50 et 60 ans, qui se revendiquent totalement de Métal Hurlant, et même qu'on a relancé entre guillemets la revue, qui souhaitent absolument faire au moins une histoire parce que c'était le magazine qu'ils lisaient quand ils étaient enfants. On a pas mal de grands noms, tu le disais, qui ont commencé dans les pages de métal. Alors, bon, ça commence à glitcher derrière moi, mais en même temps, je trouve que c'est dans le ton. Mais voilà, faut essayer de grappiller ce que vous pouvez grappiller comme information visuelle. En tout cas, on a Social Fiction qui est mis en avant. Chantal Montelier, tu veux en dire un mot également ? Ouais, c'est une BD. Alors Chantal Montelier, elle a prépublié dans Métal Hurlant. C'est la première femme à avoir fait de la science-fiction en bande dessinée. C'est une femme très engagée récemment, les Humanoïdes Associés ont récemment ressorti Social Fiction, qu'elle a redessiné en partie, et c'est très politique. Il y a un côté très Mad Max quand on lit ça. Donc c'est Chantal Montelier fait ça à la fin des années 70, au début des années 80, en tout cas pour 1996 Again. Moi j'adore Wonder City, qui a été fait en 81, 82, 83. Et donc ça évoque une société dystopique, post-apocalyptique. Ça dénonce l'ultralibéralisme, la société de consommation. C'est très dans son jus, entre guillemets, fin 70, années 80, mais c'est assez dingue. Et c'est vrai que en fait, les Humanoïdes Associés avaient publié avant une revue qui a été interdite par la censure, qui s'appelait Anana, qui est la première revue féminin de bande dessinée. Alors, c'est Chantal qui dit que c'était féminin et pas forcément féministe, mais en tout cas c'était une revue où il n'y avait que des femmes. Ça a été lancé au milieu des années 70, et ça a été interdit après, je crois, une douzaine de numéros. Il y a eu un numéro sur l'inceste qui n'était pas du tout passé à l'époque. Donc à chaque fois il y avait des unes très marquantes. Il y avait une sur le sadomasochisme, une autre sur les filles à papa, une autre sur l'inceste. Enfin bon, ça a été interdit, mais c'était le premier journal fait par des femmes, avec vraiment des immenses dessinatrices. Et donc Chantal Montelier a continué à faire de la science-fiction avec Métal Hurlant, et après dans les Humanoïdes Associés. Et je vous recommande de jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Et pas sûr que ça passerait beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, ce serait pas interdit, mais ça provoquerait sans doute pas mal de débats également, quoi. On avance un peu parce que le temps commence à déjà presser, mais bon, encore une fois, grappillez ce que vous pouvez derrière moi. Voilà, donc pas mal d'œuvres cultes avec des binômes qui sont rentrés
dans la légende, si on veut, en tout cas, qui ont été très marquants. On pense à Moebius et Dan O'Bannon en particulier sur leur histoire courte The Long Tomorrow, qui a été considéré comme un précurseur du cyberpunk, alors que c'était quand même bien avant les premiers romans du genre, enfin en tout cas estampillé officiellement comme appartenant au genre cyberpunk dans les années 80. Donc The Long Tomorrow en 1976, qui a été aussi un des premiers, une sorte de nouvelle en BD, enfin une histoire courte qui a été ensuite dérivée dans l'Incal, avec cette fois Jodorowsky au scénario et toujours Moebius en dessin. Donc avec à chaque fois, moi ce que j'y trouve et ce que je trouve vraiment rafraîchissant et assez passionnant par rapport aussi, par exemple, à de la SF qu'on peut voir aujourd'hui parfois, c'est que c'est un futur qui est assez sombre, assez violent, etc., mais qui est aussi très coloré, qui est joyeusement bordélique, où finalement il y a énormément de différences et comment dire, de diversité entre les personnages extraterrestres, etc., qui se croisent et qui vivent tous ensemble les uns sur les autres dans des espèces de cités un peu fantasmagoriques comme ça. Et c'est également Luc Besson qui s'en est inspiré beaucoup et qui a fait travailler Moebius dans le 5e élément, donc on voit un peu cette ville de New York dans le 5e élément qui est complètement what the fuck, quoi. Enfin, c'est vraiment inspiré de ces BD là, et donc avec Moebius qui a travaillé activement, donc avec des titres comme ça qui ont été prépubliés dans Metal, quoi. Également, donc, en fait, avec malgré la vie finalement assez courte de Metal Hurlant dans sa première occurrence, ça a eu beaucoup de répercussions et beaucoup de continuateurs, en tout cas, qui ont essaimé, même en dehors des pages vraiment de Metal Hurlant, dans le cinéma, dans les arts en général, la littérature, la BD bien sûr, etc. Et donc Metal Hurlant a fini en 87. La première occurrence s'est arrêtée en 87, mais a quand même fait des petits au cinéma, notamment. Je parlais de Dan O'Bannon, c'est vraiment un des noms importants qu'on peut retenir là, puisqu'il avait travaillé déjà, alors avant Metal Hurlant, il avait travaillé avec John Carpenter sur un film qui s'appelle Dark Star, qui est pas très connu, mais également après il a travaillé sur le projet de Dune de Jodorowsky, alors lui qui est connu mais il est jamais sorti parce qu'il n'a jamais été fini. Il y a un très bon documentaire également de Frank Pavich qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui est super intéressant, c'est un making of sur le film qui s'est jamais fait. Dan O'Bannon, il a également travaillé sur Total Recall, sur Alien, etc. Donc c'est vraiment un nom qui a fait, peut-être pas ses toutes premières armes, mais en tout cas qui a fait des armes dans Metal Hurlant et qui ensuite est allé faire une carrière à Hollywood très remarquée. Et puis dans la BD et le cinéma, il y a donc Philippe Druillet, Enki Bilal, Jean-Pierre Dionnet, Moebius, etc., qui ont continué à avoir beaucoup de succès, puis une activité très importante là-dedans. Si on parle des continuateurs toujours de Metal Hurlant, peut-être sur un angle un petit peu moins évident, on peut citer les grandes sagas, parce que là ça nous amène tranquillement aux années 80-90. On a à peu près le même âge, et c'était l'époque où nous on a commencé la BD aussi, donc on y est peut-être aussi attaché d'un point de vue plus perso. Mais promis, on va pas vous raconter notre vie non plus, à non plus finir. Mais donc après Metal, il y a eu la période des grandes sagas qui ont aussi eu des impacts dans le cinéma, et notamment Aldebaran, Aqua Blue par exemple, dont tu voulais dire un mot. Ouais, alors là on a sélectionné 3 œuvres qui sont quand même assez politiques. La première, donc il y a La Guerre éternelle, qui est une adaptation du roman éponyme La Guerre éternelle, qui est un roman éminemment pacifiste, qui avait trusté le prix Hugo à l'époque, de Joe Adelman, qui est un ancien militaire de la guerre du Vietnam, et qui fait vraiment un roman qui raconte une guerre qui ne finit jamais, et qui est vraiment un roman pacifiste qui va être adapté en bande dessinée. C'est une des premières bandes dessinées, c'est un des premiers romans de science-fiction qui va être adapté en BD, qui va connaître un certain succès. Va arriver en 1988 Aqua Blue. Alors Aqua Blue, c'est entre guillemets Dune sur une planète d'eau. C'est ce qui a été voulu par Olivier Vatine et Thierry Cailleteau, qui sont un peu l'école rouennaise de la bande dessinée. On a beaucoup de gens qui venaient de Rouen et qui ont fait de la BD, et ça a été porté par ce duo-là avec Aqua Blue, donc qui est vraiment en fait, pour vous donner qu'est-ce qu'Aqua Blue, le meilleur exemple, c'est de vous parler du film Avatar, vu qu'il y a eu un procès, entre guillemets, puisque quand vous voyez le scénario d'Avatar, c'est impossible de ne pas penser à Aqua Blue, et de ne pas penser à certains concepts et designs qui ont été faits par notamment Olivier Vatine. La couverture que vous voyez là de Corail Noir est considérée comme une des couvertures les plus efficaces de la bande dessinée franco-belge. J'ai eu un avant et un après cette couverture. En fait, on n'avait jamais vu ce genre de posture qui paraît maintenant très classique et qu'on voit beaucoup, mais à l'époque c'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc on va suivre Nao qui va
défendre donc Nao, qui est un enfant humain qui va grandir parmi le peuple d'Aqua Blue et qui va défendre cette nation face à la méchante corporation qui essaye de récupérer les richesses de la planète. Et donc, Nao va être aidé par la faune et la flore d'Aqua Blue, notamment des immenses baleines qui vont le soutenir dans sa lutte. Enfin, voilà, difficile de ne pas voir Avatar 2, entre guillemets, quand on lit Aqua Blue. Mais ça va être l'effet aussi d'une petite bombe, parce qu'à ce moment-là, Métal Hurlant, c'est terminé. Et ça va avoir un succès assez retentissant. Et dans les années 90, on aura Aldébaran. Donc Les Mondes d'Aldébaran, une série très appréciée par les lecteurs, fait par Léo. Léo est un dessinateur et scénariste brésilien qui va fuir la dictature et qui va arriver en France. Il va vraiment se plonger dans la lutte pendant l'Amérique latine dans les années 60-70. Il va voyager dans l'Amérique latine pour lutter à gauche contre les régimes autoritaires. Et puis, il va arriver plus tard en France. Il va faire de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'Aldébaran, on suit un monde qui fait vraiment penser au Brésil, entre guillemets, avec des immenses monstres, avec une faune et une flore dantesques. Et pareil, on a un récit qui est assez écologiste, qui est un récit qui est anti la dictature, qui vraiment se positionne, et aussi avec un très beau personnage féminin qui s'appelle Kim, qui pareil fait partie de ces héroïnes de la BD un petit peu intemporelles de la science-fiction. Et donc Aldébaran va avoir aussi pas mal de succès, puisqu'il va, malgré ses traits un peu figés, entre guillemets, il va vraiment ouvrir la BD de SF à un large public, qui n'en lit pas forcément, mais qui va être transporté par les dessins et les couleurs de Léo. Dans les continuateurs évidents à Métal Hurlant, il y a également une série qui me tient à cœur, qui est la caste des Métabarons, qu'on voit plus ou moins là, qui est sous l'angle du message politique qui est véhiculé et qui n'est pas évidente à analyser. Et quand on commence à rentrer dedans, on se dit que finalement, on n'aurait peut-être pas dû trop rentrer au détail dans l'analyse politique. Mais enfin, la caste des Métabarons, c'est en fait une série qui est dérivée de deux choses. Déjà, de l'Incal, encore et toujours, puisque c'est également Jodorowsky qui est au scénario. Cette fois, c'est dessiné par Juan Jiménez. Donc, c'est pas du tout le même style de dessin que Moebius, mais c'est quand même le personnage du Métabaron qui va servir de point de départ à cette saga-là. Il y a 8 volumes, en tout cas, dans la série initiale. Donc, 8 albums au format classique, d'une cinquantaine de pages chacun, je dirais. Et surtout, c'est originé, en fait, la caste des Métabarons sur le fameux film Dune de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour, pour des raisons diverses, mais notamment de financement. Et donc, par frustration et par désir de quand même faire exister son histoire, Jodorowsky va faire exister une grosse partie des idées qu'il avait eues avec Juan Jiménez sous format BD au lieu de le faire au format cinéma. Et donc, son espèce de fresque absolument énorme, avec vraiment une ambition complètement démesurée, qu'on aurait bien aimé voir au cinéma, mais au final, on la voit presque en BD dans Les Métabarons. Et donc, ça parle d'énormément de choses. C'est très, très proche de Dune dans la manière, dans les thèmes que ça aborde, etc. Et en même temps, c'est proche de Dune, mais avec une grosse dose de LSD en plus, et avec ce qui n'est pas rien, et avec aussi une grosse dose de Jodorowsky, quoi. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais ado. Autant dire que ça répond à pas mal de besoins qu'on a en tant qu'ado. Donc, il y a du sexe partout, c'est hyper violent. Il y a des robots géants, des guerres galactiques. Enfin, c'est vraiment très cool. Et en même temps, voilà, ça aborde des thèmes vraiment profonds sur des thèmes un peu psychanalytiques, sur la répétition des schémas, la destinée des personnages qui essayent de s'extraire d'un formatage qu'ils ont reçu, etc. Et en fait, c'est aussi assez désespéré, si on veut, à ce niveau-là, puisque, spoiler, c'est très difficile de s'extraire de ces schémas, quoi. Point intéressant, il y a beaucoup de personnages qui sont des personnages féminins qui sont très forts, avec vraiment une vraie personnalité, qui sont écrits dans la série, etc. C'est pas juste des faire-valoir, malgré le fait qu'il y a quand même des lunettes extrêmement cis-hétéro de l'époque aussi, mais bon, quand même très remarquables aujourd'hui, qui est assez évident, quoi. Donc la case des Métabarons, chère à mon cœur, mais également, à mon avis, une série importante dans la SF en BD de ces années-là, quoi. Le temps presse, mais il est quand même bon de dire un petit mot, de faire un petit pas en dehors de notre sujet sur le côté franco-français. J'avais prévenu qu'on ne serait pas que franco-français, donc un petit pas vers le Japon qui n'est pas complètement volé, puisque effectivement la descendance, on va dire, de Métal Hurlant, alors c'est pas Akira, Akira n'est pas né dans les pages de Métal Hurlant du tout, mais néanmoins en Europe en tout cas, on doit à Moebius encore et toujours lui d'avoir fait populariser certaines œuvres de manga et certaines œuvres venues du Japon en France et en Europe. La France étant un pays très important de la BD en Europe, quoi. Et donc, notamment d'avoir fait découvrir Katsuhiro Otomo, l'auteur de Akira, qui était une véritable bombe à l'époque, qui dépoussiérait aussi au Japon le manga de l'époque, qui était à l'époque vraiment
qui s'est fait vraiment bousculer par une nouvelle manière de dessiner des thèmes très nouveaux, très crus, très adultes, etc. Akira, c'est pas du tout un manga pour enfants, donc pareil, l'analogie BD égale enfant en prend un sacré coup. Et je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui se sont retrouvés avec ça entre les mains à une époque où leurs parents n'ont pas trop lu en avance la BD qu'ils achetaient à leurs enfants à l'époque, et à mon avis, ça leur a gardé quelques souvenirs. Et donc Akira, qui ensuite au Japon, mais également en Europe, est en fait l'une des références qui est presque incontournable aujourd'hui en SF. C'est très rare pour faire aussi pas mal d'interviews d'auteurs de BD. Enfin, l'un et l'autre ont fait beaucoup d'interviews d'auteurs et d'autrices de BD. En fait, c'est très rare qu'Akira et Otomo ne soient pas cités comme une référence incontournable. Et notamment, donc, avec une forte descendance au Japon, avec tout un style qui est alors parfois appelé le Gekiga ou le Seinen. Alors je suis pas complètement sûr que ce soit la même chose, je pense que c'est pas complètement pareil, mais il y a aussi une question temporelle. Aujourd'hui on appelle ça plutôt du Seinen, c'est-à-dire du manga pour adultes, donc avec une descendance foisonnante qui traite en fait de thèmes extrêmement durs, extrêmement politiques, avec une très forte violence, malgré parfois un décorum qui peut sembler un petit peu adolescent. Pareil, je pense à Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, qui fait vraiment partie des très grands noms du domaine du manga de science-fiction, et qui en fait parle frontalement et sans s'excuser de questions extrêmement graves comme le génocide, comme la perte de ses parents, d'un être cher, etc., le deuil, etc. C'est des thèmes cruciaux malgré un décorum en fait un petit peu shonen, avec malgré tout des combats, un côté un peu dynamique, de l'humour et tout ça. C'était quand même pas gagné vu les thèmes que ça aborde, et malgré tout avec un immense succès, vu que évidemment Full Metal est un chef-d'œuvre, quoi. Il y a donc également, donc j'ai mis plusieurs références là qu'on connaît, qui sont Ghost in the Shell, Gun, Eden, un peu moins connus, mais qui sont à chaque fois des œuvres qui, sans s'excuser, vont traiter de thèmes vraiment très lourds, très durs, et qui pour toutes sont vraiment en partie originées sur Akira. Alors elles auraient peut-être existé quand même si Akira n'avait pas vu le jour dans les années 80, mais en tout cas ça a sans doute été un accélérateur, et puis ça a été en tout cas popularisé en Europe par le travail de personnes passionnées dans le secteur de la BD, notamment Moebius, qui avait vraiment ce côté très comment dire, cette appétence pour aller découvrir des choses dans d'autres pays, aux États-Unis, mais également au Japon. Petite chose d'ailleurs intéressante, c'est que la relation américaine, entre l'Amérique, qui est quand même l'un des grands pays aussi de la BD, et le Japon, l'influence entre les deux est vraiment complexe, et le Japon n'a pas du tout le même rapport que nous aux États-Unis, et notamment donc Akira a été très influencé par la période hippie, par la période punk, etc., ou proto-punk aux États-Unis. Otomo avait été frappé par le film Woodstock qu'il avait vu, qui racontait le destin de bikers hippies qui allaient voir le festival de Woodstock, etc. Malgré tout, il y a aussi les épisodes nucléaires qui ont marqué profondément la SF du Japon, et qui maintenant est totalement indissociable presque de la science-fiction japonaise, et donc qui permet d'avoir vraiment une influence extrêmement complexe entre les deux, avec à la fois un attrait pour l'Amérique, quoi, qu'on a pu partager en Europe et en France, et puis en même temps une histoire qui est pas la même et qui est vraiment plus lourde, puisque chez nous, les États-Unis, c'est plutôt les libérateurs, et là-bas, plutôt pas, quoi. En tout cas, tout ça nous amène à notre époque, à peu près aujourd'hui, enfin le 21e siècle, même si on n'est déjà plus en l'an 2000 depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut constater que, basé sur un peu tout ça, sur tout cet héritage, Métal Hurlant, premier du nom, ça commence à être un peu loin également, donc ça a été aussi digéré, remixé, etc. L'époque est à une grande créativité, on a beaucoup de parutions, il y a peut-être jamais eu autant de BD qui sortent que maintenant, mais également à beaucoup d'adaptations, et avec quand même un vrai tropisme vers la nostalgie. Aujourd'hui, on aime les héritages, et on aime entretenir cet héritage, on aime faire du neuf avec du culte, et donc ça nous permet d'avoir des œuvres un peu immortelles qui sont comme ça remixées et qui reviennent sur le devant de la scène. Notamment des œuvres sur l'Antiquité, et tu voulais parler de Valérie Mangin. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit actuellement une véritable évolution avec une arrivée des autrices en bande dessinée de science-fiction, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc j'ai cité tout à l'heure Chantal Montelier, qui était une des pionnières, mais il y a eu en fait très très peu de femmes qui faisaient de la BD de science-fiction, et même qui faisaient de la BD tout court. Il faut attendre l'explosion du roman graphique, avec notamment Marjane Satrapi, Persepolis, pour arriver à voir toute une génération en fait de dessinatrices. Et donc progressivement, elles ont aussi commencé à faire de la SF, mais une des premières à en avoir écrit, c'est Valérie Mangin, qui a décidé qui a fait une forme d'uchronie spatiale, en reprenant les grands mythes de l'Antiquité, et en faisant un mix entre l'histoire antique et le space opéra. Donc typiquement le Fléau des dieux ou le Dernier Troyen.
Le dernier Troyen reprenait l'Énéide, sauce space opéra, et le Fléau des dieux racontait l'arrivée d'un espèce d'Attila à travers les étoiles. Donc on voit qu'à partir des années 2000, il commence aussi progressivement à avoir un nouveau public et surtout de nouveaux artistes qui vont vers la bande dessinée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moment où on a beaucoup de séries de BD. À ce moment-là, voilà, tout le monde ne jure que par les séries. Et donc, on a des séries comme Sillage, on a des séries comme Travis, Kieran McCallum. Enfin, on a beaucoup de séries au très long cours qui durent des fois 20 ou 30 albums. Et c'est aussi un moment où le manga et le comics commencent aussi à prendre leur essor. C'est vrai que tout à l'heure, Antoine l'a rappelé, mais l'arrivée du manga pour les dessinateurs de BD et notamment de SF, c'est vraiment un choc, quoi. C'est l'arrivée d'Akira, c'est dingue. L'arrivée de Watchmen et de V pour Vendetta aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'Otomo a été inspiré par Enki Bilal, par exemple. Il admet totalement avoir été inspiré par Exterminator 17, la BD de Jean-Pierre Dionnet et d'Enki Bilal. Donc il y a vraiment aussi des échanges qui se font à travers les œuvres, mais à partir des années 2000, on est vraiment aussi dans la grande industrie qui est la bande dessinée et ce qui est devenu la bande dessinée. Pour vous donner juste un chiffre, actuellement, il y a à peu près 7000 nouveautés BD qui sortent par an. Donc ça, on met dedans le manga, les rééditions, le comics et la BD franco-belge. Mais dites-vous qu'au début des années 2000, un libraire pouvait quasiment tout lire, entre guillemets, de ce qui sortait juste en franco-belge. Maintenant, c'est terminé. Il y a une telle surproduction, une telle masse que ce n'est pas possible. Également au chapitre de l'héritage et puis du fait de faire de nouvelles histoires avec des œuvres qui ont fait leurs preuves, on va dire, enfin qui sont très connues, etc. Il y a l'adaptation de Eric et Nino de La Horde du Contrevent, le roman d'Alain Damasio, qui explore la dimension visuelle du roman, ce qui n'était pas forcément évident puisque c'est un roman qui a assez peu de dimension visuelle en fait, qui est surtout basé sur le côté très littéraire de son univers et puis sur le côté très sonore finalement, qui est plus évident à adapter au format musical ou théâtre vivant. D'ailleurs, il y a littéralement des dizaines d'adaptations de l'Ordre du Contrevent au format musique, théâtre, etc. Et en fait, au format vraiment purement on va dire graphique, c'était assez difficile à envisager et c'est un défi qui a été vraiment bien relevé par Eric et Nino, qu'en est je crois actuellement au tome 4 il me semble de l'Ordre du Contrevent en BD et qui s'inscrit dans la très longue liste des adaptations successives de la Horde en développant un scénario qui n'est pas celui du bouquin, quoi. Et ça c'est assez intéressant aussi. Pour la petite histoire, le scénario il est aussi issu du travail qui avait été fait jusqu'à 2015 par le studio Forge Animation qui avait fait le projet de film et le projet de jeux vidéo, le projet de BD, etc. Enfin, qui avait tout un projet immense, en fait, très très large de transmédia autour de l'Ordre du Contrevent auquel participait Damasio lui-même. Et ce projet, en fait, finalement, n'a fini par pas voir le jour, mais a laissé des traces. On peut trouver aujourd'hui des traces de Windwalker, le jeu vidéo qui n'a jamais été fini, ou du film, etc., qui était supposé être réalisé par Yann Kounen. Et qui est pareil, qui a jamais été terminé. Mais finalement, alors bon, on va pas se réjouir du fait que ça n'ait pas marché, mais on peut quand même trouver quelque chose, c'est que toutes ces œuvres, y compris quand elles n'ont pas existé, elles ont laissé des traces, et ces traces parfois servent aussi de terreau, enfin comme du compost, quoi, pour nourrir derrière un projet de BD ici, un projet de théâtre là, etc. Et ça, en fait, c'est ce que moi j'appelle une dimension mythologique. En fait, c'est quand on a une même histoire qui reprend avec des bases communes, comme des personnages très connus dans les comics, par exemple Batman. Toutes les histoires sont différentes et en même temps toutes les histoires ont des points communs et un socle fort, et c'est pour ça que c'est un personnage mythique. Et la Horde, alors sans comparer la Horde et Batman qui ont vraiment pas beaucoup de points communs à aucun niveau, quoi, mais en tout cas le point commun peut-être que ça a, c'est que ça commence à exister en fait au-delà du roman initial et que c'est un univers qui commence à vraiment exister en transmédia et à vraiment avoir beaucoup d'adaptations. Moi je n'avais rencontré à l'époque où j'écrivais mon bouquin sur l'Horde, j'en avais rencontré plus d'une dizaine de personnes qui travaillaient sur les adaptations de l'Ordre du Contrevent et qui chacun et chacune avaient des approches hyper différentes, hyper nouvelles et très très personnelles à chaque fois, et c'était assez passionnant, quoi. Également dans les grandes œuvres qui sont adaptées, il y a le Château des Animaux. Alors là c'est pareil, c'est une adaptation, donc littéralement adapté, ça veut dire ne pas rester totalement fidèle, ça veut dire adapté, quoi. Et donc le Château des Animaux qui est fait par le binôme entre Félix Delep et Xavier Dorison, qui n'en est pas à sa première BD, loin de là, se propose, donc le Château des Animaux, de remixer La Ferme des Animaux de George Orwell, et donc de parler de dictature, de régime autoritaire, etc., sous couvert de parler
parler d'animaux qui vivent, en l'occurrence, alors c'est plus dans une ferme, c'est dans un château plus ou moins à l'abandon, en tout cas peuplé par des animaux. Et c'est des vrais animaux, c'est-à-dire ils font la vraie taille des animaux, enfin ils marchent à quatre pattes, etc. Et donc en fait c'est vraiment une manière évidente, un petit peu comme la BD Mouse j'ai oublié son nom évidemment. Art Spiegelman. De Art Spiegelman, qui parle donc de la Shoah avec des souris pour rendre aussi accessible que possible, un thème aussi impossible à traiter évidemment et surtout visuellement quoi. Et ben en fait le château des animaux prend cette distance là, et tout à l'heure il y avait Anne Besson sur cette scène qui parlait du fait que la SF permettait de se distancer et de parler de sujets réels en se distançant par rapport au réel. C'est exactement ça que fait une œuvre comme le château des animaux, puisque ça permet de parler de la dictature, de la violence de la dictature, etc., en la métaphorisant, en la rendant un peu plus digeste, un peu plus, parce qu'en fait le château des animaux, pareil, c'est quand même vraiment dur à lire, enfin c'est quand même très violent, et ça parle de révolte non violente par rapport à un pouvoir autocratique et tortionnaire quoi. Tout ça pour m'amener à une remarque et pour vous parler d'un petit bouquin dont vous avez ici la couverture en version originale. Je vous l'ai ramené ici en version française, mais alors il est épuisé, donc comme ça voilà, vous pourrez pas l'avoir, mais il va peut-être être réimprimé, en tout cas je le souhaite, qui s'appelle Foreverism et qui est écrit par le philosophe, je crois qu'il est britannique, Grafton Tanner, britannique ou américain, et qui en fait théorise que le foreverisme est une manière de faire exister dans le présent des œuvres du passé, au contraire de la nostalgie. La nostalgie qui est plutôt en fait le fait d'être de se complaire, si on veut, de souffrir du manque de quelque chose qu'on a perdu. Par exemple, être nostalgique de son enfance ou quoi, elle est passée, elle reviendra pas. Au contraire de cette nostalgie-là, le foreverisme va toujours garder éternellement présent des œuvres du passé. Et c'est tout typiquement ce qui se passe avec Star Wars, par exemple, qui est l'œuvre la plus foreverisée, si on veut utiliser ce terme-là, qui existe aujourd'hui, dans lequel Star Wars est rebooté à l'infini par Disney à travers des films, des séries, des BD, des machins, des trucs, des porte-clés, tout ce que vous voulez, pour deux raisons. D'abord, pour faire de l'argent, ça c'est la raison la plus évidente, parce qu'ils ont quand même payé un certain prix la licence quand ils l'ont racheté, mais également pour en fait ériger en mythe absolu et indépassable une série qui certes était marquante, qui certes a eu beaucoup de succès et qui certes avait beaucoup de qualité, et on a peut-être encore d'ailleurs, mais en tout cas pour l'ériger comme un monument totalement indépassable, parce qu'évidemment quand on a payé une licence à ce prix-là, on a intérêt à ce que ce soit un monument indépassable. Et donc la foreverisation théorisée par Grafton Tanner, c'est ça, c'est incarner finalement des œuvres anciennes en les rendant cultes ou en les déclarant comme cultes, et puis ensuite en les rendant éternellement présentes, au contraire de les laisser disparaître, et on pourrait ressentir de la nostalgie pour des œuvres du passé. D'où l'idée que des personnages anciens sont éternellement rebootés, qu'on a Harrison Ford à n'en plus finir dans quantité de suites de Blade Runner ou de Star Wars par exemple. Et donc c'est ce qu'ils ont fait avec pas mal d'œuvres. D'une certaine manière, la nouvelle itération de Métal Hurlant qui existe aujourd'hui, c'est ça aussi. Le dernier numéro en date qui fête les 50 ans s'appelle 50 ans et déjà immortel, ou c'est ça, déjà immortel. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que Métal Hurlant est réellement immortel, ou est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux? Et finalement, est-ce que Métal Hurlant incarne encore la contre-culture aujourd'hui en BD, ou est-ce que c'est plutôt une œuvre tournée vers le passé, quoi? C'est intéressant comme question. C'est vrai que Métal Hurlant a été relancé en 2021 dans un écosystème où il n'y avait quasiment plus beaucoup de revues qui permettaient de lancer de nouveaux dessinateurs et nouvelles dessinatrices. Et c'est vrai que dans Métal, il y a une marque qui est incontournable, qui est même connue à l'international. Quand je fais des interviews, quand je veux interviewer soit des personnalités étrangères, les Américains connaissent Métal Hurlant ou connaissent Heavy Metal, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Et c'est vrai que quand Metal s'est relancé, il y a eu cette idée de surfer sur le passé. Il y avait des numéros vintage qui ont été créés. Puis après, à partir du numéro 8, on a arrêté les numéros vintage pour ne produire que des nouveaux numéros avec que des jeunes auteurs, jeunes autrices, et pas seulement d'ailleurs, ou des anciens qui viennent faire des histoires sur des thématiques. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça devient pareil, un champ pour pouvoir soit tester des artistes, soit des artistes du monde entier qui viennent pour pouvoir aussi faire des histoires et proposer des choses vraiment diverses et variées. Et il y a quelque chose qui est éclectique dans Métal Hurlant nouvelle génération, comme ce qu'il y avait dans l'ancienne, qui permet aussi de tester aussi des choses et de s'essayer à des choses peut-être plus difficiles dans un marché de la bande dessinée qui est plus vraiment ouvert en fait à ça. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile parce que déjà, juste en termes de dessin, quand vous savez que dans la première génération, il y a eu
Enki Bilal, Philippe Druyet, Moebius, enfin là je peux en citer quelques gens qui sont devenus des génies de la bande dessinée. C'est toujours pas évident de trouver des artistes qui ont le même niveau, évidemment, mais par contre on a vraiment une créativité, une variation, de la curiosité qui fait que c'est très, très intéressant. Après, ce qui est aussi, moi quand je suis arrivé dans Metal, je suis arrivé à partir du numéro 9, ça a vraiment été pour créer une rédaction, donc il y a 24 pages qui est consacré à la presse et aux médias. Donc c'est vraiment ces 24 pages journalistiques, quoi. C'est vraiment un cahier rédactionnel. Et donc il y a des interviews, des reportages, des enquêtes. Et puis on ouvre aussi la porte à des grands créatifs. Et c'est vrai que c'était aussi une envie de permettre aussi d'inviter des gens auxquels on ne penserait pas forcément qui seraient dans Metal Hurlant. Récemment, on a eu le groupe Justice, qui est fan de métal, qui est dans le numéro 14. Ridley Scott, on l'a eu également pour nous parler de souvenirs, notamment de Moebius. C'était super. On a eu James Ellroy. Enfin, on essaie vraiment d'avoir des gens du monde entier qui viennent parler pour aussi pouvoir surprendre. L'idée, c'est aussi d'arriver à surprendre. Là, dans le numéro Océan qui va sortir, on a Paul Watson qui vient parler. Et donc, on a parlé de science-fiction avec Paul Watson. Et un truc assez dingue, Paul Watson nous a dit qu'il a créé Sea Shepherd comme la deuxième fondation à Greenpeace. Donc en fait, Paul Watson est fan d'Asimov et pour lui, il s'est dit non, comme dans Fondation, il faut créer une deuxième fondation au cas où la première fondation qui est Greenpeace arrêterait et ferait n'importe quoi. Et donc on va créer Sea Shepherd. Et il dit ça dans l'interview, quoi. Donc moi on le regarde, on se dit mais waouh. Et ça c'est assez marrant parce qu'on peut vraiment avoir des surprises comme ça de gens qui n'ont pas forcément l'air et en fait qui aiment beaucoup la SF, qui aiment beaucoup les mauvais genres et ça reste aussi un endroit d'expression. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de continuer à créer des choses diverses avec des thématiques à chaque fois différentes. C'est tout le numéro d'équilibriste en fait entre le confort du connu, de ce qu'on a aimé, ce qu'on aime encore, des œuvres avec lesquelles on a grandi. Aussi, on sait qu'on est tous et toutes très marqués par les œuvres qui nous ont accompagnés. D'ailleurs, nous, on en a reparlé là, les œuvres qui nous ont marqués quand on était enfant, quand on était ado, etc., qui nous ont permis de nous construire, etc. Donc il y a à la fois cet amour-là qui se comprend et puis il n'y a rien de mal à aimer les choses avec lesquelles on s'est construite. C'est vrai qu'en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, on a tout un lectorat qui veut retrouver le Metal Hurlant première génération, donc le Metal Hurlant de 74 à 86, qui est un autre monde. Mais c'est vrai que Françoise Keuten nous a vraiment encouragé à parler de jeux vidéo, à parler de culture numérique, à parler d'électro, à vraiment aller dans ce qui se fait aussi maintenant, pour aussi ne pas être bloqué dans un passé et aussi dans un espèce de fantasme d'un monde qui n'existe plus en fait. Oui, et puis en fait, est-ce qu'ils sont nostalgiques de Metal Hurlant ou du fait d'avoir 20 ans, ça, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est notre conclusion. Voilà, c'était mieux avant. Non, pardon, on va pas arriver sur ça. On va au contraire ouvrir un peu les portes et les fenêtres pour se demander aujourd'hui qu'est-ce qui existe et puis qu'est-ce qui, sans être forcément estampillé avec avec des macarons cultes ou quoi, en tout cas peut-être pas encore, sont des œuvres plus récentes et puis qui nous ont intéressés, qui nous ont marqués et qui ont aussi une dimension politique, encore une fois plus ou moins explicite, mais qui néanmoins nous semblait intéressante. Moi, le premier dont je veux parler, c'est Alex Alice, qui est un artiste immense sur le plan de la narration et graphique également, qui signe depuis pas mal d'années maintenant. Ça commence à faire sa série qui s'appelle Le Château des Étoiles, qui existe dans une grande variété de formats. Alors, il y a eu des gazettes au format papier journal, il y a eu des très grands formats, un peu de tirage d'art, et puis des albums plus classiques. Le Château des Étoiles d'Alex Alice, c'est une BD de 7 à 77 ans, d'aventure spatiale au 19e siècle, steampunk, etc. Ce qui a priori semble pas politique et en fait quand on y regarde un petit peu de plus près, alors évidemment encore une fois qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais là où on peut trouver un truc intéressant surtout par les temps qui courent, c'est que ça renoue aussi avec un truc qui était vraiment dans les origines de la science-fiction, pour le coup en le modernisant énormément, qui est l'émerveillement scientifique en fait. Et le château des étoiles, c'est vraiment une BD dans lequel, enfin une série de BD dans lequel on a des personnages qui sont des scientifiques qui vont aller s'émerveiller de la rencontre et de la découverte avec des civilisations extraterrestres, avec d'autres planètes, etc. Au contraire de les conquérir, ou au contraire de leur mener la guerre, ou au contraire d'être des Space Marines ou je ne sais quoi. Par exemple, dans Avatar, c'est un truc qui avait été beaucoup critiqué, c'est que le personnage principal est un militaire et non pas un scientifique, alors qu'il y a des scientifiques mais qui sont finalement qui n'ont pas trop voix au chapitre dans le film. Le Château des Étoiles, c'est qu'on
le contraire, c'est vraiment des scientifiques. Et puis c'est une œuvre aussi très positive, très feel good, qu'on peut vraiment lire à tout âge, qu'on peut partager entre générations, et qui remet un peu au goût du jour ce mythe moderne de l'exploration spatiale et non pas la conquête spatiale, et de la relation extraterrestre et non pas de la guerre contre des extraterrestres, quoi. Ça me paraissait important d'en dire un mot. Tu voulais parler du Grand Vide ? Oui, brièvement, le Grand Vide. Donc les éditions, alors c'était 2024 et donc c'est devenu maintenant 2042. C'est une maison d'édition qui vient de Strasbourg. C'est toute une équipe qui a fait les Arts Déco de Strasbourg et qui arrive à sortir de la très très bonne science-fiction, et notamment Léa Muraviec avec le Grand Vide. C'est un album qui est vraiment hors norme. On suit une héroïne qui est perdue dans une ville avec des espèces de... comme s'il y avait de la publicité, des marques partout, elle est perdue dans une grande ville, et on suit ses péripéties. C'est visuellement bluffant, et ça montre bien qu'il y a aussi toute une nouvelle génération. C'est des gens qui ont une trentaine d'années, qui font de la BD de SF et qui se renouvellent, qui ne sont pas forcément des grands lecteurs ou lectrices de science-fiction, mais qui ont une vraie culture audiovisuelle et qui ont vraiment envie de faire de la SF, parce que en ce moment la SF c'est à la mode, mais surtout c'est un terrain de jeu, un terrain de création très vaste. Et Léa Muraviec appartient vraiment à cette nouvelle génération de dessinatrices qui sont un peu incontournables actuellement. Moi, vraiment, le Grand Vide, c'est une très belle claque visuelle. Et puis, surtout, ça permet aussi de montrer qu'il y a toute une scène indépendante. Il y a les éditions 2042, l'Employé du mois. Il y en a évidemment d'autres, mais qui vraiment proposent de la SF de qualité et très engagée. Si vous suivez un peu ce qu'on fait sur Planète B depuis quelques années, vous connaissez aussi Mathieu Bablé dans la même veine, enfin dans la même génération, même veine graphiquement, et d'un point de vue de la narration pas du tout, mais d'un point de vue un peu du propos fondamental, c'est un peu pour moi une sorte d'école qui commence à se dessiner. Donc on en parle dans chaque épisode de Planète B, c'est un peu parce qu'on est obsessionnel, mais c'est aussi parce que c'est vraiment un auteur incontournable aujourd'hui qui, à mon avis, incarne Bablé quand même cette école aujourd'hui, avec en plus des énormes succès. Il fait vraiment des best-sellers et des très gros succès de librairie, ce qui prouve que c'est aussi la BD un art qui reste populaire et qui n'est pas seulement un truc d'expert, un petit peu de niche, etc. Et donc Carbone et Silicium, dont on voit la couverture ici, mais également Shangri-La, ou plus récemment Shin Zero, qui est un format dessiné par... un petit format en partie noir et blanc avec quelques couleurs choisies, et qui est dessiné par Guillaume Singelin sur un scénario de Mathieu Bablé, qui sont des albums qui à chaque fois traitent vraiment de grands thèmes d'aujourd'hui sous couvert parfois de ne pas le faire. Et donc Carbone et Silicium, ça parle d'écologie, un peu de transition ou pas, pas de transition écologique, mais de transition vers un monde futur à travers l'histoire de deux robots qui vont vivre sur 300 ans et 300 pages à peu près, un peu plus de 300 pages, qui vont vivre ces grands bouleversements qui vont transformer le monde, avec le changement climatique, avec une grande mélancolie et puis une grande sensibilité aussi, étant donné que c'est des robots qui sont faits au départ non pas pour être suprêmement intelligents, mais pour être suprêmement sensibles. Ils ont un rapport qui n'est pas du tout le même que des IA hyper intelligentes qu'on voit beaucoup dans la SF, quoi. Bablé et Singelin, il faut aussi noter qu'ils font partie du label 619, qui est aussi une maison d'édition ou un collectif d'artistes et maisons d'édition très intéressant, qui fait de l'édition hybride avec à chaque fois des projets qui sont vraiment très réfléchis sur le plan du format, sur le plan artistique également, qui ont toujours un propos assez fort et avec un vrai travail d'écriture, et qui en plus a de plus en plus une dimension engagée dans la fabrication et dans la manière de concevoir les livres, notamment en fait, je parlais de Carbone et Silicium, c'est un très grand format, ce qu'on appelle un peu un roman graphique de plus de 300 pages A4, tout en couleurs magnifiques, etc., mais qui reste en fait très accessible au niveau du prix aussi. Et ça, c'est une vraie volonté d'édition. C'est des trucs qui sont un peu plus invisible que le dessin, ce qu'on voit en feuilletant en librairie, les BD, etc. Mais en fait, c'est une vraie importance, c'est qu'en rendant une BD plus chère, on la coupe aussi de certaines personnes qui peuvent pas se la payer tout simplement. Et donc, le label 619 est aussi attentif à toutes ces questions-là, et vraiment, c'est super intéressant de les suivre, de voir un peu ce qu'ils en font, quoi. Shin Zero, pour en dire un petit mot, c'est une histoire de Super Sentai, donc des Power Rangers, quoi, en gros, qui, j'en parlais dans l'épisode d'ailleurs précédent de Planète B, qui sont des Power Rangers, mais qui en fait, c'est surtout un prétexte pour pas parler de Power Rangers et d'héroïsme, mais pour parler d'avoir 20 ans aujourd'hui dans un monde où c'est l'ubérisation qui règne, où les gens sont dans des travaux atomisés, sont très déprimés par les perspectives qui s'ouvrent à eux, etc. Et malgré tout, il faut bien essayer de vivre. Et donc ça parle vraiment de ça, c'est la mélancolie du futur, selon Mathieu Bablé, l'un de ses thèmes de prédilection qu'on retrouve systématiquement dans ses albums. Donc c'est très beau, sous couvert d'être un truc
un peu dépolitisant, un peu comme ça, divertissement facile, c'est-à-dire des histoires de héros en costume de lycra coloré, quoi. Une transition parfaite avec une BD pour laquelle il n'y a absolument pas de costume de lycra coloré. Pas du tout. Oui, c'est la grande BD de l'année dernière, de science-fiction de 2024. En attendant sûrement celle de Mathieu Bablet en septembre, Silent Genie. La route, je l'ai sélectionnée parce que, évidemment, moi j'aime beaucoup Manu Larsenet. Je fais partie des gens qui ont été retournés par Blast à l'époque. Et La Route est un grand roman de Cormac McCarthy qui est fascinant, et le travail de Mathieu Bablet a été très intéressant d'un point de vue visuel. Ça va très loin. Ce qui est fort aussi, c'est que finalement, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est cette représentation très noire de ce monde post-apocalyptique. Et j'ai l'impression que La Route aussi, je ne sais pas si ça conclut une séquence, mais la bande dessinée ces 15 dernières années a vraiment été marquée par le genre du post-apo, notamment par des séries comme The Walking Dead, par exemple, comme des séries vraiment qui montrent une humanité en train d'être annihilée, détruite. C'est souvent un peu déprimant. Et c'est vrai que tu as une espèce de quintessence avec La Route de Manu Larsenet, et qui montre maintenant un autre truc un peu subtil dans le monde de l'édition de la bande dessinée et de l'industrie, c'est qu'on n'hésite plus maintenant à adapter des grands romans de science-fiction ou des grands romans tout court en bande dessinée. Avant, ça se faisait quasiment jamais pour des raisons souvent financières, où vous êtes obligé d'acheter les droits. Là, je sais que l'achat de droits sur La Route a été, en tout cas, le ticket d'entrée pour commencer à vouloir acheter les droits pour adapter La Route était de 50 000 €. Donc ça montre bien que voilà, tout le monde peut pas adapter La Route, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un roman qui est assez marquant, et je pense a terrifié pas mal de monde, alors qu'il y a très peu de dialogue. On est vraiment dans une BD d'atmosphère, ce qui montre aussi un changement de paradigme avec l'arrivée du roman graphique, où on est dans une narration, une pagination beaucoup plus étirée, et où le silence peut aussi être un vecteur narratif. Et qui, pour moi, je trouve est très intéressant aussi par rapport au fameux débat qu'on a très souvent dans le milieu de la SF sur faut-il faire des futurs souhaitables par rapport à des futurs sombres, etc. La Route, c'est un truc absolument déprimant, c'est extrêmement sombre, extrêmement violent, etc. Et franchement, à lire, ça peut être éprouvant selon le moral du moment, mais c'est aussi un extrêmement beau roman, et en l'occurrence une extrêmement belle BD sur une relation père-fils, sur l'espoir, sur le fait de continuer malgré tout, etc. Et qui, pour moi, en fait, avant tout, est une œuvre finalement assez positive, malgré un regard sur le monde qui, pour le coup, est extrêmement sombre, et en fait, je pense peut-être l'un des plus sombres que j'ai jamais eu l'occasion de lire, quoi. En tout cas, ce que tu disais était intéressant sur le ticket d'entrée. Ça nous amène un peu à la conclusion. Parce qu'en fait, il y a un adage, un proverbe, je crois savoir qui l'a dit, mais je ne vais pas me risquer parce que c'est peut-être faux. En tout cas, une phrase qui dit que la BD, c'est le cinéma du pauvre. Et je ne sais pas si on a un truc à montrer sur ça. Non. La BD, cinéma du pauvre, on peut se poser la question. Moi, je pense que c'est un peu vrai, en fait, et que d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la BD est en fait un médium qui, encore aujourd'hui, reste extrêmement libre à tous les niveaux, que ce soit au niveau créatif. On en parlait avec Léa Muravec, et d'ailleurs, elle me disait un jour que, dans une interview pour la revue Flash, que pour elle, la BD n'était pas un marchepied vers autre chose, n'était pas une manière d'avoir, on va dire, de faire ses preuves pour aller bosser ensuite dans l'animation ou dans le cinéma ou autre, que la BD, c'était un art en soi, et qu'elle le faisait comme ça, aussi avec un côté très graphique. Et en fait, son œuvre en termes de BD repousse vraiment les limites, enfin va jouer avec les limites du dessin pour arriver sur des trucs très graphiques au sens graphisme du terme, c'est-à-dire un peu design du terme, quoi. Et donc, pour Léa Muravec, en fait, la BD est vraiment un art en soi dont la palette de possibilités n'a pas encore été explorée, et donc elle s'applique à jouer largement avec ça. Et donc, si la BD est le cinéma du pauvre, en même temps, ça permet cette liberté-là, ça permet cette expression et cette créativité. Et ça permet aussi de développer des idées qui sont peut-être plus subversives ou plus complexes qu'on pourrait le faire dans une production de film, parce que malgré tout, jeux vidéo et films aujourd'hui qui sont en passe pour le jeu vidéo, en passe d'être reconnu vraiment comme un art majeur, etc. N'en déplaise à certains, ces médiums-là restent en fait, quoi qu'il en soit, extrêmement coûteux à faire. Même s'il existe des jeux vidéo indés qui sont moins coûteux, etc. N'empêche que c'est quand même plus cher à fabriquer qu'une BD, et que on l'a vu avec les métabarons, par exemple, on peut faire des guerres intergalactiques
tactiques, etc. Il suffit de savoir les dessiner. Alors encore moins cher, il y a le jeu de rôle. Voilà, mais on en fera peut-être une autre conférence une autre fois. Et donc pour moi, la BD en tant que cinéma du pauvre permet de faire ce que Ursula Le Guin appelait un laboratoire clos permettant de tester des idées, puisqu'en fait les idées qu'on teste dans les pages d'une BD vont pas s'échapper de la BD tout de suite. Enfin, elles vont s'échapper quand même à moyen et long terme et infuser dans le monde réel. Mais surtout, on peut tester des choses et on peut faire ce que le philosophe Yannick Rumpala appelle une prototopie, c'est-à-dire ni une utopie ni une dystopie, mais en fait un prototype de monde qu'on va après faire vivre dans les pages de la BD, quoi. Donc il me semble, pareil, je suis pas sûr de la citation, donc je vais shamer personne, mais il me semble que quelqu'un avait dit un jour que c'était la BD une très bonne porte d'entrée vers la vraie littérature et vers les vrais livres. Bon, je vais pas m'étendre sur le bien que je pense de cette citation. Mais néanmoins, voilà, longue vie à la BD qui permet en fait plus largement beaucoup de choses, beaucoup d'expérimentation, et on espère qu'on vous en a donné un petit aperçu aujourd'hui. Je sais pas si tu veux dire un mot de conclusion à ton tour. En fait, moi j'ai eu la chance de pouvoir d'être co-commissaire d'une exposition sur la science-fiction qui est encore disponible à la Cité de la bande dessinée, qui dure jusqu'en novembre, et c'est la première grande expo sur la BD, la science-fiction en France. Il n'y en avait jamais eu. Ça retrace 50 ans de BD de science-fiction, et c'est vrai qu'on a exposé plus de 330 planches et à peu près 150 artistes, notamment 10 planches de Moebius, et c'est vrai que ce qui est fort, c'est en fait, souvent on se dénigre d'un point de vue créatif, les Français, et on n'a rien à envier, je pense, aux Japonais et aux Américains en termes de création. Et c'est vrai que quand on voit sur 50 ans tout ce qui a été fait en science-fiction, dans la bande dessinée, c'est assez dingue de voir que vraiment on a souvent inspiré des Japonais, on a souvent été pompé par des Américains, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont fait des grandes choses, et en plus c'est une science-fiction qui se renouvelle. On parlait de politique, la BD actuelle de SF est beaucoup plus politique qu'il y a 20 ans. On voit que les thématiques autour du climat, autour de ce qui se passe même chez nous, inspire les dessinateurs et les dessinatrices de SF, et c'est vrai que c'est un genre qu'il faut arriver à suivre, et on n'a jamais eu autant de BD de SF actuellement, donc c'est assez rafraîchissant, et je vous encourage à voir cette expo si vous avez l'occasion de descendre une journée à Angoulême pour voir la Cité de la bande dessinée, où il y a d'autres expos, mais c'est vrai que c'est pour l'instant, en tout cas au niveau européen, c'est le seul endroit où il y a autant de planches de SF avec vraiment des très très grands maîtres. Je pense que dans cette expo, on a vraiment tout le monde et toutes les grandes BD de science-fiction. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. C'est jusqu'en novembre et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc à la Cité de la BD à Angoulême. C'est ça. Également, tu as scénarisé une BD toi aussi. Ouais, j'ai adapté une bande dessinée de la Volt. J'ai plutôt adapté une nouvelle de la Volt dans le recueil Demain le travail, qui est un recueil qui est sorti en 2017, qui m'avait pas mal marqué. Et donc j'ai adapté cette nouvelle qui s'appelle Vertigéo, et je l'ai adaptée chez Casterman avec Amaury Bungen au dessin, et qui parle qui évoque en fait un monde où l'humanité est dans une tour géante et où des ouvriers créent des étages à l'infini pour échapper au monde du bas, qui est un monde qui est pollué, qui est en train de remonter. Et donc on suit des ouvriers qui essayent de trouver une salvation dans un monde qui n'en est pas du tout un. Et c'est un one-shot, un roman graphique. Et c'est vrai que c'était intéressant de passer de l'autre côté du miroir et de voir que faire de la bande dessinée, c'est un art assez compliqué, surtout pour le dessinateur, qui passe un an et demi, 2 ans à juste dessiner. Et ça a été une belle opportunité aussi de mettre en avant Emmanuel Delporte, qui est en fait un novelliste pas du tout identifié, qui avait fait cette nouvelle aux éditions de la Volt, et qui, la bande dessinée est sortie et a dépassé les 10 000 exemplaires. Donc on est assez content avec Amaury de voir que des récits sombres de science-fiction très marqués par les années 80, un peu à suivre à la Métal Hurlant, on a un public qui est aussi friand de ça. On espère vous avoir donné un petit aperçu. Évidemment, on aurait bien aimé en parler toute la nuit, mais il faut libérer la salle et puis vous libérer aussi, parce qu'on ne va pas vous séquestrer comme ça. Merci en tout cas, on espère que ça vous aura intéressé, on espère vous avoir donné envie d'aller lire des BD de science-fiction. Il nous reste à vous rappeler que si vous le pouvez, les médias indépendants ont besoin de votre soutien, les libraires indépendants également, et puis l'imaginaire indépendant de manière générale, et que donc si vous le pouvez, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez faire des dons, etc. Enfin, vous connaissez la marche à suivre. En tout cas, je vous souhaite un bon festival. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous. Et puis, salut et à très vite dans les travées de Ground Control. Merci à vous.